Messieurs, Poison, Escobar, Cozy, comment allez-vous? Très bien, et toi? Bien. Très bien. Moi, très bien. Je suis content de vous recevoir. On va parler de étrangers en service et non pas étrangers en mission. Et non pas étrangers en mission. Exactement. J'ai vu l'interview chez Grail, c'est pour ça. Là, c'est un projet. Il y a un projet qui va sortir, mais c'est intéressant, je pense, évidemment, de revenir au point de départ, qui était un morceau sorti un titre en 97. Non, 2007. Non, c'est pas si vieux. Vous n'êtes pas si vieux que ça, quand même. Je suis fatigué, là. Je reviens d'Afrique, j'étais dans l'avion, là, je suis KO, là. Et c'est un morceau, je pense que les gens, en tout cas, qui écoutaient du rap français à cette époque-là s'en souviennent. C'est un morceau que j'avais beaucoup apprécié, où dans la formule de base, t'étais pas encore dans le quatuor, il y avait Despo déjà et il y avait Youssoupha. Ouais, c'est ça. Est-ce que, je crois que c'est toi qui étais à l'origine de ce morceau, est-ce que vous pouvez raconter un peu peut-être l'origine déjà de ce morceau, parce que c'est l'origine de ce projet en réalité, exactement, et l'impact que ça a eu à cette époque-là? En fait, c'est un peu, comment je pourrais dire, moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, et à Mantes-la-Jolie, j'étais entouré de Sénégalais, de Maliens, de Rebeux, mais il n'y avait pas beaucoup de Congolais zaïrois, tu sais. Et à l'époque, on nous traitait un peu de mangeurs de singes, etc. On était un peu... Non, mais c'est vrai. Il y avait un côté comme ça, surtout à Mantes-la-Jolie. Et limite, j'étais traumatisé. C'était des vannes ou c'était genre C'était des vannes, mais au bout d'un moment, ça devenait... Ouais, ça m'a choqué. Je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, pourquoi j'ai l'envie de représenter mon pays. Je crois que ça vient de là, quoi, ce petit traumatisme-là. Et arrivé sur Paris, tout ça, je déménage avec ma mère, j'ai rencontré les frères Cozy, Escobar. Je me suis dit, pourquoi pas faire un titre fédérateur, un peu hymne national, un peu à la zaïroise, parce qu'à l'époque, il y avait Bissona Bisso. Ouais, un peu avant, bien sûr. Oui, un peu avant, mais il n'y avait pas... Bissona Bisso, c'est Congo-Brazzaville. Il n'y avait pas encore de titre rap Kaira, zaïrois, entre guillemais. Ouais, Congo-RDC. C'était important, mais il y avait aussi un côté un peu festif, qui a cartonné d'ailleurs. Tout ça, voilà, inspiré de Monsieur R, etc. Vu que nous, quand même, on vient de... Enfin, moi et Cozy, on vient de Ménage à 3, troisième monde de Gland avec Youssoupha. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un titre, que des Congolais à la congolaise. Envoyer ça, et j'avais appelé Escobar. À la base, Youssoupha ne devait pas être dans le titre. Sur le titre. Et il s'est retrouvé dans le studio, il est venu, il devait avoir Seb Gecko sur le titre parce qu'il avait écrit un couplet en lingala. Ça aurait été hors sujet un peu. Non, mais parce qu'il a écrit un couplet en lingala. Il a fait, d'accord. En lingala. Parce que je pense que la merde son... Ça existe c'est une congolaise. Ce couplet, il existe quelque part Il a posé avec Mystique. D'accord. Ouais. Il y a un couplet en lingala comme ça. Okay. Et du coup, vu qu'on était déjà 4 dessus, Cozy, il était en prison, je crois, à l'époque. Ouais, je t'en garde à vue, je sais plus où. Et donc voilà, c'est sorti. Le titre, il est même pas mixé, que j'ai envoyé à l'époque à Jackie Couvre-feu. Boum, ça a explosé dedans. Tout le monde nous appelait. C'est quoi ce morceau? C'est quoi ce... Et même j'ai vu une interview de Kalash Criminel qui disait, putain, j'ai écouté le titre Étranger en service, c'était incroyable, quoi. Ouais, c'était un vrai morceau. J'entends les Congolais zaïrois qui en lingala comme ça, c'était incroyable. Et je pense que ça a révolutionné quelque chose. Un gros succès d'estime. Ouais, ça c'était un succès. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de stream, il n'y avait succès commercial en réalité. Mais il n'y avait pas 10 000 en réalité. Il n'y avait pas Internet, je crois, en plus. Ça commençait, mais c'était difficile. Après, le morceau, il avait fait 100K quand même. Et 100K à l'époque, c'était quelque chose. C'était incroyable. C'était énorme, 100K. Si c'était aujourd'hui, on serait déjà double disque platine, on sait rien. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça va vite. Avec le buzz qu'il y avait à l'époque, c'était trop. Comment tu vis ça? Parce que tu aurais pu être sur ce morceau-là, tu l'es pas à cause de situation à l'époque. Tu kiffes le morceau, t'es deg de pas être dessus. Comment tu... Non, je kiffe le morceau, je kiffe ce que mes frères ils ont fait. Et je les accompagne à chaque fois, tu vois. Je suis là, je leur dis franchement, les frères, c'est bien d'avoir fait ça, parce que ça a permis d'ouvrir une brèche. Ouais. Après ce morceau-là, je pense que tous les Congolais ont été fiers d'être Congolais, tu vois. Ouais, les gens, au début, ils se disaient Ndingari, c'est malien sénégalais, tu vois. Moi, j'ai des potes congolais,
à l'époque, ils se disaient, ouais, nous, on est des Dingari et tout, parce qu'ils avaient honte d'être Congolais. Et une fois que ce morceau-là, il est sorti là, sur Marine Rage, moi, j'étais content. Il y avait vraiment ce truc-là. Même Stavo, il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Nous, à l'époque, on avait honte de dire qu'on est Congolais, mais dès que ce titre est sorti, on était tous bons. Ça, c'est. Je l'ai grillé, je sais pas. Excuse-moi, Stavo, mais. Moi, je kiffais parce que c'était le Kaira qui était mis en avant, tu vois. Moi, j'ai toujours fait du rap Kaira, donc voilà, c'est bien. C'est vrai, à cette époque-là, il n'y avait pas le streaming. C'est vrai. Il y avait Internet, mais Internet, YouTube, c'était le tout début, 2007, tu vois. Et Nokia. Ouais, voilà. Et c'est vrai que, bon, on a déjà beaucoup raconté ça dans des émissions, etc., mais le streaming est arrivé et ça a un peu rendu, on va dire, un peu légal des écoutes qui étaient illégales avant, tu vois. C'est-à-dire, en fait, les gens qui téléchargeaient, en fait, maintenant, ils n'ont plus besoin de le faire. Et vous avez vécu ça. Cette époque-là de la crise, du téléchargement, et cette époque un peu, ce qu'on appelle maintenant les fameux rois sans couronne, tu vois. Génération les gens racontent ça. Si. Et on cite vos noms, tu vois. Escobar, moi, j'étais beaucoup écouté. Enfin, c'est le moment où je te découvre, tu vois, dans le milieu des années 2000, en réalité. 45 scientifiques. Ouais, à l'époque de 45 scientifiques. Et puis après, quand tu commences à sortir tes projets, etc., le morceau La Cage au Lion, enfin, tu vois, toute cette époque-là qui est super importante. Et c'est vrai que peut-être que c'est relou d'entendre ça pour vous les rappeurs, mais en tout cas en tant qu'auditeur, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un truc qui a été, malheureusement, c'est de la faute de personne, si ce n'est l'industrie, quoi, qui s'est loupé, tu vois. Comment vous vivez ce truc-là, et est-ce que c'est rageant d'entendre ce truc de roi sans couronne? Est-ce que ça fait plaisir parce que vous vous dites que vous avez apporté votre pierre à l'édifice? Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce que c'est comme ça, quoi? Comment vous vivez ça? Comment tu vis ça, toi? En fait, je pense que chacun, on a notre histoire respective vis-à-vis de cette transition qui a pu se faire entre cette époque où on était dans le physique, il n'y avait pas forcément Internet sur le téléphone, c'était Internet à la maison, etc. Et où les choses étaient claires. Quand tu avais ton succès d'estime, c'était gravé dans le marbre, sur l'arbre. Et voilà où aujourd'hui on est dans une phase de digitalisation où il y a la possibilité de bidouiller pour être un peu dans le top, etc. Moi, après, quand je dis que chacun a une histoire différente, c'est-à-dire que moi, c'était par choix, tu vois. J'ai une activité professionnelle. Tu l'as toujours dit, ça. J'ai jamais renié. Renié. T'as toujours travaillé à côté du rap, en tout cas, et fait tes business. J'arrivais, costume, cravate. C'était ça, Escobar Baxon. Comment est-ce qu'on appelle? Et une tronçonneuse dans la main. Il y avait une mallette et une tronçonneuse. C'était un peu ça le personnage de l'époque. C'était macabre. Un peu, ouais. Bah après, ça. Et un cigare. Pour ceux qui comprennent le truc, c'était pour montrer que voilà, j'avais un pied, effectivement, dans la street et un pied où j'étais monsieur tout le monde. Et j'ai plus privilégié le côté ma vie perso professionnelle que le game. Et est-ce que aujourd'hui je regrette? Non, parce que en fait, faut jamais regretter. Et dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et là, on est de retour. On va faire en sorte de pousser le truc au maximum, peut-être pour rattraper le temps perdu. Ou on dit qu'il faut faire 3 pas en arrière pour en faire 5 en avant. Voilà, pour essayer on va voir comment les choses vont se passer. Mais moi, comment je le vis pas mal. Je le vis pas mal, je sais de quoi je suis capable. J'entends ce truc-là où on nous qualifie, entre guillemets, d'anciens. Qu'est-ce que ça veut dire, ancien? T'as des rappeurs à l'heure actuelle qui continuent de percer, voilà, à la perceuse et autres matériaux du BTP, ils percent dans le game. Et eux, on les appelle pas les anciens, et c'est des mecs qui ont 5-6 ans de plus que nous, d'autres plus. Les Américains, n'en parlons même pas. Les Jay-Z, il a quel âge aujourd'hui? Enfin, même après, sans se comparer à eux. Mais c'est pour dire que même dans le milieu underground... on écoutait LL Cool J qui vient de sortir un album qui est vraiment bien. Cool J, c'est un tonton. Bah ouais, c'est vrai. Il se maintient physiquement. Voilà, c'est nos tontons. Les mecs ont commencé en 1980, 82. On est en 2024. C'est incroyable. Parmi nous, ils n'étaient même pas nés, c'était même pas au programme. Tu vois, donc voilà. Justement, sur ce truc de se maintenir, parce que quand on sort, évidemment, vous avez continué à rapper, mais vous n'avez pas sorti des projets solo tous les ans, même tous les 2 ans. Cozy, t'es quelqu'un qui rappe depuis longtemps. T'as pas sorti 10 000 projets dans ta carrière. Comment on se maintient en forme? Comme dirait Escobar, en fait, t'es dans un coin avec ta planche, t'attends juste la nouvelle vague de violence. C'est-à-dire, moi, je suis de loin, j'ai un sniper et je regarde, je guette, je regarde les autres. Je m'entraîne, je suis dans la salle du temps, j'écris. Je m'entraîne, frère, je lâche pas. Je suis dans la salle du temps, j'écris. Pour ceux qui me connaissent un peu, moi, j'ai eu mon histoire à moi, il y a eu beaucoup de milieu carcéral. Donc, c'est peut-être dû à ça que j'ai pas sorti beaucoup de projets. Ouais, bien sûr. Mon passe-temps, c'est d'écrire, hein.
je suis en cellule, j'écris, je me dis quand je vais sortir, bah, je vais balancer. Ouais, et après, il y a les désaccords avec différents labels aussi, qui fait que voilà, il n'y a pas beaucoup de projets. Ouais, si t'avais voulu, t'aurais sorti plus de choses. Ouais. Est-ce que c'est là-bas que t'as le plus écrit dans ta vie au final? C'est souvent en cellule, c'est là où t'as trouvé le plus de temps pour le faire Bah, bizarrement, avant, j'aurais dit c'est là-bas, mais aujourd'hui, là, c'est plus au studio. Okay. Parce que là, aujourd'hui, je suis avec une équipe, je suis avec des petits jeunes qui ont 25, 26. C'est avec qui que je fais les bails. Et les gars, ils m'ont renouvelé à mort. Il n'y a rien à dire, les mecs sont chauds. Ok. La jeunesse... Ouais, bah c'est ça le rap aussi un peu. De toute façon. Ouais, on va pas se mentir. Il y a eu ce premier volume. À quel moment, pourquoi vous faites le volume 2? Bah, en fait, c'était juste l'envie. Hein. Tu sais, moi, bon, mon histoire aussi est assez compliquée. J'ai sorti mon premier album en 2009. Ouais. Et au moment où je sors mon premier album, il y a eu la grosse polémique avec le fils Sarkozy, Pierre Sarkozy. Parce que c'est vrai que il avait produit, il y avait quelques prods. Des prods. Voilà, pour moi, c'est... Bref, je savais pas que c'était le fils Sarko. Et ça ne me dérange pas. Tu as déjà expliqué cette histoire-là en plus. Ça ne me dérange pas. Et pour les plus jeunes, c'est ça. Pour ceux qui le savent pas, c'est incroyable, tu sais. C'est à l'époque où il est président en plus, Sarkozy. C'était trop. Tu sais, je suis passé sur TF1, sur M6, on dirait que c'était un truc de fou. En faisant mes recherches, il y a une vidéo Dailymotion de Télé 7 jours. Ouais, où t'es interviewé. C'est ça, tu vois, c'est les médias. Non, mais frérot, on parle de ça. Frérot, c'était partout. J'étais invité à Nash Award, j'étais. Quel bail. Tu vois, et justement, il y a eu, je pense, cette cassure-là avec mon public français qui me suivait à l'époque. Pour eux, ils se sont dit, Poison, c'est un vendu. Qu'est-ce qui se passe? Alors que moi, je savais pas, frérot, je fais que rapper. Je parle avec toi, je connais pas tes parents, j'ai pas besoin de connaître. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a eu cette cassure-là. Tu l'as mal vécu, ça, ce truc-là? C'était compliqué, frérot. Justement, voilà pourquoi je suis passé de Poison à Poison Mobutu. Parce que justement, je me suis dit, vas-y, le rap français, ils m'ont tourné le dos, je vais partir en Afrique un peu, au Congo, dans mon propre pays, histoire de voir, voilà, ils avaient besoin de moi et me donner vraiment de l'amour. Donc voilà, il y a eu cette transition-là, c'était quoi, en 2012, hein, que j'ai commencé à faire le Poison Mobutu, à faire du afro. Voilà, comme tu dis, je m'entraînais, j'ai enregistré des titres et le 2, c'est venu parce que voilà, j'avais envie de continuer ce délire-là, vu que c'était quand même un gros titre. Je me suis dit, pourquoi pas faire le 2? Donc j'ai appelé les frères, Gros Dash, Escobar comme d'hab, Cozy. Il y avait Despo aussi. Despo, ouais. Et donc on a enchaîné et voilà, aujourd'hui on est sur le 3. Aujourd'hui, il y a ce projet-là, du coup, et le premier single c'était avec Lace et Stavo. Et Stavo, bon, attends, tu en as parlé tout à l'heure, mais évidemment membre de 13 Blocs, et je pense que c'est un groupe super important quand même des dernières années. Est-ce que c'est pas, il y avait aussi, parce que moi, Stavo, c'est un mec, c'est presque un rappeur des années 2000, mais qui a rappé dans les années 2010. Je trouve dans sa manière de rimer, dans ses refs, etc. Enfin, c'est un choix super cohérent, je trouve, de l'avoir sur ce morceau-là. Comment ça s'est fait? Comment vous avez eu envie de collaborer avec Stavo? Et je trouve que ça s'est fait vraiment, c'est naturel en fait de l'entendre avec vous. Bah, Stavo, en fait, comment est-ce que j'ai fait sa connaissance? À l'époque, il était managé par mon petit cousin de Sevran. Donc, tous issus des Baudettes. Et j'avais été voir un concert de 13 Blocs. C'était la première partie de Asap Ferg. Et je crois aussi Asap Rocky. Donc, j'ai été les voir. Obèse. Moi, je dis pas lourd, je dis obèse. Voilà, je suivais un peu déjà, mais sur scène, c'était encore autre chose. Après, on s'est retrouvés dans les backstage, ça discutait. Le mec, il est humble. Voilà, et il est respectueux un peu à l'africaine, le grand frère, tu vois. Et j'ai apprécié ça. Du coup, on a gardé contact. Et quand Poison est venu avec le projet de faire donc Étranger en service 3, là c'était que le titre. Hein. Oui, parce qu'à la base, il n'y avait même pas de EP à faire, c'était que le titre. C'était pour faire par un concert, rapport à un concert qu'on voulait faire. Ouais. Moi j'ai proposé, pour que ce soit un peu attrayant, qu'on puisse faire un titre, voire même un clip issu de ce titre. Et qu'à la fin on mette concert, telle date, etc. Donc voilà, et Poison dit ce serait bien de changer un peu la formule, de mettre des jeunes, entre guillemets. Je dis vas-y, moi je vais appeler Stavo. Et lui dit vas-y, moi j'appelle Lace. Okay. Voilà, j'ai appelé Stavo, tac, WhatsApp. Le bon vieux, comme il m'appelle, le bon vieux. Sa voix rock là. Ouais, le bon vieux, non, c'est cool, c'est sympa, y a pas de souci, on le fait direct. Et comment on part d'un morceau à un projet? Quand t'es en studio, c'est l'élan.
C'était à la base, on se dit, venez les gars, on va faire un petit footing de là à là. Et du petit footing de là à là, ça devient courir 15 km. Ouais, voilà. Et voilà, en gros. À chaque fois, je croise Rimka, dès qu'il me dit les tauliers du rap, c'est vous les tauliers du rap. Ah ouais. Non, mais même quand on était au concert de Rizka, là. Rimkus. Le frérot, là. Moi, ça s'appelle, je m'ai oublié le nom, le gars Gims. C'est eux, non, c'est vous. H. Magnum, c'est vous, là. C'est eux. Salutations à lui. Salutations à H. Ça fait plaisir, cette reconnaissance-là. Tu dis, ça va, on a quand même fait quelque chose et ça fait plaisir, quoi. Parce qu'on en parlait un peu en antenne. Est-ce que toi, à un moment, t'as, je vais pas dire souffert, mais t'as l'impression qu'il y a eu un manque de reconnaissance, en tout cas de vous et de votre même génération, quelque part? Comme il dit Desporotti, on est un peu une génération sacrifiée. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, généralement, on parle pas trop de nous. Même si, entre guillemets, on parle souvent des anciens, c'est-à-dire les NTM. Les 90. Exactement, et de la nouvelle génération. Après, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de disque d'or ou c'est parce que, je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que dans les années 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à voir 2012, on a quand même tenu le pavé du rap français. Je parle pas que de moi, je parle des Alpha 520, Ghetto Fabulous Gang, je parle de Smoker, je parle de l'Alco, je parle j'en passe, tu vois, de cette Gecko, de plein de rappeurs comme ça. C'est aujourd'hui, je sais pas, c'est très rare qu'on parle de Nesbill, Desporotti, bon, encore Despo de temps en temps, exactement, mais vraiment les mecs qui rappaient pour de vrai, c'est très rare, quoi. J'ai l'impression, enfin pour de vrai. Qui rappait, quoi, qui kicker. Tu voulais intervenir, Escobar, je crois. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Après, là, aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on est plus... les jeunes, ils sont plus regardants... Dans les chiffres. Dans les chiffres. Ouais, ça c'est nouveau, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait très calculateur. Tu sais même pas comment tu vendais en première. Non, c'est très calculateur. Ils vont voir un clip, ils regardent les vues, ils regardent... Ils n'écoutent même pas, ils regardent les vues. C'est ça. Calculateur. Les commentaires. Je dis, dis donc, tout le monde est directeur artistique, en fait. Combien il a de followers, combien il a de followers, etc. Mais c'est comme le foot, en fait, le rap maintenant. Tu vois, tout le monde a son avis. On disait avant, il y a 60 millions de sélectionneurs en équipe de France pour le foot. Maintenant, j'ai l'impression que le rap, c'est tellement écouté que c'est un peu pareil, tu vois. Tout le monde a son avis. Oui et non, pourquoi? Parce que dans le foot, au moins, toute nouvelle génération, tout nouveau joueur qui arrive dans le game du ballon rond, ils connaissent leur père. Ils respectent. Et ils respectent. Il doit y en avoir qui connaissent pas trop. Il doit y avoir des petits comme partout. Mais, je sais pas moi, un joueur de 17 piges qui arrive, qui signe dans un gros club ou un petit club, peu importe, tu vas lui dire, tu connais Diego Maradona? Il va te dire, mais bien sûr. Oui. Voilà. Il y en a ici, tu leur parles de, je sais pas moi... Akhenaton, Rekwan, ils connaissent des rappeurs français, Akhenaton, ils connaissent pas. Je suis pas je pense qu'on n'a pas trop la culture du hip-hop ici. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture. C'est comme au State, aujourd'hui, un petit jeune, un Lil Baby, t'imagines Snoop Dogg l'appelle, il va courir, frère. C'est un dieu pour... Mais frère, aujourd'hui... Les petits sont calculateurs. Il y a des rappeurs français qui sont... Par exemple, quand Nekfeu, cette génération, ils arrivent... Freeze Corleone, c'est des mecs... sur votre projet, tu vois, c'est quand même les jeunes qui ont cette culture-là, tu vois, et qui savent, tu vois, genre quand tu vois Freeze qui l'invite sur ses projets, c'est qu'il y a quand même une volonté de, bien sûr, donner le respect aussi. Je suis d'accord. Je reviens sur quelque chose que tu disais, parce qu'effectivement, tu disais que toi, quand tu arrives à Mantes-la-Jolie, etc., il y a peu de Congolais, finalement. Et même dans le rap français, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Tant que ça, à l'époque, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ça a changé. Vous êtes nombreux. C'est nous qui contrôlons le game. C'est incroyable. Gradure qui a annoncé ce fameux projet 100% Congo. Comment vous voyez un peu cette évolution-là? Ça fait plaisir. Pour moi, si tu parles de Gradure, moi j'ai connu Gradure grâce à Cozy, qui, je pense qu'il a déniché à Lille et tout, je le salue d'ailleurs, et ça fait plaisir. Aujourd'hui, le rap français, il y a des mots en lingala. Et nous, on a commencé ça, c'était compliqué. On disait, vous êtes des blédards. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Tout le monde met des mots en lingala. Tu vois, il y a de l'afro qui se mélange. En fait, c'est comme si on avait commencé quelque chose et aujourd'hui, il y a ses fruits, quoi. Et ça fait plaisir. Toi, Gradure, tu l'as rencontré très tôt, toi, Ouais, je l'ai rencontré très tôt, 2011, comme ça. En fait, j'étais en tournée, je venais de sortir un projet, j'étais en tournée radio, donc je faisais un peu toutes les villes. Je suis arrivé à Lille et on m'a présenté plusieurs rappeurs, tu vois. J'étais pas convaincu. Et un gars, il me dit, ouais, mais faut que je te présente un mec qui comme toi, il kiffe ce que tu fais, il est dans ton univers, il vous écoute, les Poisons, les Esco, il vous connaît, tout. Je vois,
Donc là, je vois un mec qui arrive en béquille, tu vois, à l'époque, il avait la béquille. Ouais. Le mec, il arrive en béquille, tout ça, il fait un freestyle, je suis de mon téléphone, t'as vu? À un moment, il l'envoie. Tu le calcules pas, toi. Non, mais ça me parle. Non, moment, quand il envoie un truc. Je te cache pas que même quand je te coupe, quand il revenait de Lille, il m'a appelé, il criait. Il faisait son texte. Il m'a dit, pourquoi j'ai trouvé un. Ouais, je l'ai appelé. J'ai trouvé un mec. En fait, quand il l'a envoyé, j'ai écouté après, j'ai fait, attends, t'as dit quoi? Répète. Il a refait le freestyle. Je fais, tu sais quoi, on va le poster sur mon Facebook. Et si ça fait tant de vues ou tant de trucs, on va sur Paname, on fait un que truc. Je balance sur le truc, ça fait 100 000 vues en 4 heures, frère. C'est chaud. Là, j'appelle Poison, je lui dis, ouais, il y a un petit de Lille qui est très chaud, un Congolais. Je viens de dénicher. Et je pense que là, je vais faire sa mixtape, ça serait bien que tu sois dedans. J'appelle Escobar, je lui dis, hein. Ouais, il m'appelle. Et je lui dis à la radio, je vais te ramener Escobar. Regarde comment il appelle les gens. Un tweet le mec qui m'appelle. Je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Oh, Esco, ça va ou quoi? Là, je suis à Tourcoing ou je sais pas. À Roubaix. Ouais, je suis à Roubaix, tu dis quoi? Je dis, mais t'es fou, toi, tu me parles de Roubaix, t'es pas en train de me parler de Châtelet ou de Bagnolet, j'en sais rien. Pas y aller comme ça, quoi. Je dis, mais t'as cru que quoi, j'avais un hélicoptère ou quoi? Mais je dis, bah là, tout de suite, je peux pas, mais tranquille, on verra. Et bon, après, j'ai pas perdu. Je le ramène sur Paname, je ramène Dossé. Mac Taylor, on fait le clip, la street a tout gâché. Ça pète. Interview avec Toto Marcel, ça pète. Moi, je me retrouve au placard. Comme d'hab. Et du placard, les gens ils tapent dans la porte. Hein. Tu sais, Cozy, tu passes sur Génération avec Pascal Sefran à l'époque. Et j'appelle Gradure, tu vois, je lui dis, ouais, ça pète ici et tout. Il me dit, dehors aussi, ça pète et tout. Après, on poursuit, on part, je lui dis, fais ça, fais ci. Et c'est de là que tout est parti. Ok, incroyable. Après, on avait plein d'autres dans l'ombre. On peut dire aussi Guy de Besbar. C'est un petit jeune que j'ai beaucoup fréquenté. J'étais beaucoup en studio avec lui. Et voilà. Ça, je te dis, les jeunes aujourd'hui, il y a un manque de culture. Il y a un manque de culture et les jeunes sont très calculateurs. Moi qui côtoie un peu ces jeunes, ils sont très calculateurs au niveau des feats. Oui, aujourd'hui, beaucoup plus que dans le passé. Parce que en fait, on rappait, on kiffait. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu vois direct combien d'auditeurs a tel artiste. Donc, tu vois, c'est presque humain de calculer. Je pense que tu es un jeune et que tu veux percer, tu dis, mais en fait, tu vois, c'est fou. Il y a les équipes derrière. Hein? Que va-t-il m'apporter? Bah ouais. Tu sais, je vais te parler même d'un petit jeune que je viens de découvrir qui a fait un disque d'or là, que j'étais souvent avec lui, c'est Boost. Boost, frérot, Boost, moi j'ai au moins 5 morceaux avec Boost. C'est-à-dire Boost. Qui est cet homme? Un dénicheur de talent. Non, mais frérot, je te jure que Boost, je suis quelque part, on me dit, il y a une meuf, elle met Boost à la chicha. Mais je fais, mais je connais Boost. Elle fait, mais là, c'est lui qui pète tous les disques d'or en ce moment. Il me l'a dit. Je vérifie, je regarde comme ça, j'appelle Poison, je vois 2 millions. Putain, j'étais choqué. Comme quoi, tu vois. En fait, l'info, en tout cas, c'est que tu vas à la chicha, en tout cas. Ouais. C'est ça l'info qu'on retiendra de. Même lui. Moi, c'est le Juice. Le Juice. Poison, c'est le Juice. Bien sûr. Donc, elle était avec moi. Mais elle en parle jamais, mais elle dansait pour moi à l'époque. Bah oui, j'ai vu le Juice toute petite avec Poison. Petite, toute jeune et tout. Donc, et quand elle a voulu rapper, elle m'a écrit, elle m'a dit, ouais, elle m'appelle Yaya. Elle dit, Yaya, j'ai envie de rapper. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux passer de là-dedans ce rap? Je vais passer un numéro, un contact. Elle est partie au studio. Tu l'as bien fait, toi. Hein? Tu l'as bien fait, toi. C'est-à-dire la danse au rap. Oui, bah, je suis congolais, frérot. Il est congolais. Je suis congolais. Ça s'arrête pas, c'est obligé. Et donc aujourd'hui, voilà, elle fait son petit chemin. Même Davinor, big up à elle. Davinor aussi. Tout ça, même Cristal, hein. T'as vu Cristal, quand je l'ai pris aussi, je l'ai propulsé. Exact. Et après, maintenant, là, elle est en plus en mode retrait, mais tu vois, Cristal, c'était une sacrée aventure. Quand elle arrive à Nouvelle École. T'étais là, t'étais avec. C'est moi même qui. Le texte, c'est toi. Même le texte et tout, c'est moi qui appuie un peu. Ok. Tu vois, je cours derrière le bif et voilà. Ok, incroyable. On parlait du coup du fait qu'il y avait de plus en plus de rappeurs congolais, mais évidemment, vous en avez parlé très tôt. Et sur ce projet-là. Je vois la question arriver. Tu parles. Vas-y. 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 On va voir si c'est bon. Non, moi je pense qu'en fait, dans ce projet-là, ça que je voulais dire, c'est que. Il y a du rap, etc., ça kick, etc., c'est cool. Il y a des punchlines, mais il y a aussi, je pense, ce qui est important, c'est que vous parlez vraiment du Congo. Ouais. C'est ça que tu savais que j'allais parler de ça ou pas? Non. Ah, voilà. Non, je pense que c'était les feats. Je pense que lui, il parlait de feats. On pourra en parler après, bien sûr. Peut-être le fait de... J'en parlerai après. Ok, parle-en quand tu veux, en tout cas. Mais on sent que c'est important. C'est votre pays, tu vois. Vous parlez du Congo, mais c'est pas... Comment dire, c'est pas une marque, quoi. Donc, vous parlez, vous arborez comme ça, vous parlez de ce qui se passe là-bas. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté-là, à votre échelle, à votre dimension, de mettre aussi les projecteurs et de parler de ce qui se passe là-bas et de manière aussi même assez véhémente, en tout cas avec vos mots? Est-ce que c'était important pour vous de le faire maintenant? Très important. Oui. Ça allait de soi.
Je veux dire, c'est quelque chose qui manque cruellement dans la plupart des projets des rappeurs sur le devant de la scène, des rappeurs congolais. Je trouve ça vraiment dommage de mettre des œillères, limite de mettre des caches, de se cacher les yeux, de se couvrir les yeux et d'ignorer ce qui se passe là-bas. À partir c'est rendre hommage quelque part à notre niveau, à notre échelle, c'est ça. Et d'essayer de mettre en lumière ce qui se passe là-bas, comme c'est le cas actuellement avec la problématique au Moyen-Orient. Beaucoup de gens ignoraient ce qui se passait là-bas. Et des partis pris, etc. Et aujourd'hui, à travers les marches, à travers les voix qui se lèvent, les gens commencent à comprendre ce qui se passe là-bas. Et nous, c'est la même chose, à notre échelle. Et on tend à ce que ça monte crescendo, mais bien comme il faut, que les gens puissent prendre conscience qu'il y a une guerre sérieuse qui se passe là-bas, et qui a fait énormément de morts. Énormément de morts. Je vais pas mâcher mes mots. On a dépassé les tristes chiffres de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Parce qu'on en parle beaucoup chaque année. Des commémorations, c'est très bien. Mais nous, on a doublé, triplé, quadruplé ce chiffre. Et malheureusement, bouche cousue. Parce qu'il y a des intérêts internationaux. Il y a des gens qui sont mêlés de très près à ce conflit, et je vous promets que quand ça va péter, quand les choses commencent d'ailleurs à se clarifier, à arriver aux oreilles et aux yeux du grand public. Du grand public, en fait. Ce qui se passe avec le Moyen-Orient. Les gens vont être très, très étonnés et ça va péter. Voilà. En tout cas, nous, on se devait de le faire parce que on le vit au quotidien, c'est important. On a tous, on est tous, qu'on le veuille ou non, on se retrouve tous dans des groupes WhatsApp de Congolais ou même sans lettres. T'as toujours un pote, un cousin, un parent qui va t'envoyer une vidéo qui va t'arracher le cœur sur ce qui se passe là-bas. C'est horrible. Et on est même parti sur le terrain. On est parti au Congo un mois. Et tous ensemble. On est parti avec l'Est même. On a fait un mois, 28 jours. On est obligé d'aller sur place pour aider à notre échelle. Des dons, les orphelinats et tout. Il faut qu'on y retourne d'ailleurs. Comment vous voyez un peu l'avenir pour le Congo? Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que parce que par exemple, tu parlais de la situation au Moyen-Orient, et c'est vrai que c'est parfois dur de voir comment on va s'en sortir, tu vois, peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Comment vous voyez la situation là-bas? Est-ce que vous avez justement de l'espoir, vous, par rapport à ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il peut se passer demain? Moi, en tout cas, pour ma part, après les frères vont s'exprimer respectivement, mais moi, bien sûr que j'ai de l'espoir. Parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent, des fortes têtes, comme je les appelle, qui commencent à prendre la parole, à crier haut et fort, à créer des groupes de soutien, qui s'engagent en politique. Et c'est très bien. Et ça grandit. Tous les jours, il y a des prises de conscience, des prises de parole, des actions qui sont menées. Et certes, c'est pas encore à une super grande échelle, mais ça tend à croître. Et je garde espoir sur l'avenir du pays d'origine, le mien, celui de mes parents, sur la situation à l'Est qui, en fait... les gens, c'est assez complexe. Si on doit rentrer dans les détails, on va en parler pendant des heures. Mais l'Est du Congo fait vivre la quasi-totalité du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de ressources, bien sûr, il faut le dire. Le film Black Panthers, le Wakanda, c'est chez nous. Le vibranium, c'est quoi? C'est chez nous. Le coltan, etc. Donc, il y a tout ce que tu veux, il y a de l'aluminium, du mercure, de l'or, tout ça, c'est à la maison. Du cuivre, tout. Moi, je garde espoir parce que je vois quand on fait les marches ici en France pour dénoncer et tout, il y a beaucoup de jeunes, c'est la jeunesse. C'est vraiment là. À l'époque, c'était les anciens, mais là, c'est la jeunesse. Grâce à Internet aussi. Ils sont éduqués, ils veulent savoir, ils veulent se battre pour leur pays d'origine. Et sans te couper, avant, c'était des marches où il y avait 40 pèlerins avec des drapeaux, on est beaucoup. Des banderoles de fortune, des cartons. Là, c'est des comment on appelle, des marches, des regroupements. Bien organisés. 2000, 3000 avec la sécurité et tout. C'est pas
C'est pas négligeable, ouais. Mais c'est pas négligeable. Ouais, et puis, il y a une grosse évolution, quoi. Et surtout que notre président actuel est issu de la diaspora. Je pense qu'il fait un effort, il se bat vraiment pour changer les choses. Donc voilà, on encourage et on donne de la force pour que ça change. Si je reviens sur la partie rap, on va dire, de ce projet-là, il y a d'autres feats, on l'a dit, et notamment il y a un feat avec Freeze et Norface. Et Freeze, on l'a cité un peu plus tôt dans l'interview, c'est vrai, il fait partie de ces rappeurs-là qui ont réussi à allier un peu, à résoudre l'équation un peu impossible d'être aimé par les gens qui aiment le rap, et d'avoir du succès, et de rendre hommage aux anciens, et d'être kiffé par les nouveaux. Enfin, il n'y a pas 10 000 rappeurs quand même qui arrivent à faire ça. Et en même temps d'être engagé, qu'on l'aime ou pas, tu vois, mine de rien, c'est... Voilà. Est-ce que c'était naturel pour vous de fitter avec lui? Et peut-être comment vous avez vu aussi son éclosion? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un mec qui a écouté tout le rap et qui connaît, c'est un peu un étudiant du rap et qui a recraché son truc à sa manière. Est-ce que pour vous c'était un peu naturel d'aller collaborer avec lui? Pour ma part, pour notre part, nous, Freeze, on l'a connu dans un concert MJC. En MJC à Nières. Dis pas que c'est toi qui l'as découvert encore. Moi et Poison, j'ai une vidéo. Moi et Poison, j'ai une vidéo. Non, mais c'est vrai. Il nous kiffait grave. Il nous kiffait grave. J'avais donné mon numéro. À l'époque, ça remonte à plus de 10 piges, ça. Et presque chaque jour, il m'appelait. Ah ouais. Presque chaque jour. Mais quand il m'appelait. Il avait la dalle, genre. Ouais, il m'appelait, il me dit, ouais, s'il te plaît, viens, on a à Pantin. Et après, il me parlait des trucs un peu assez spé. Ouais, des trucs un peu. Non, mais c'est vrai. Déjà, frère. Ouais, nous, c'est le 6 du diable. Non, mais il m'expliquait, c'est le truc du diable. Moi, je vois de quoi il parlait. C'est quoi ce truc? Et moi, au bout d'un moment, j'ai carrément flippé. Je me suis dit, mais il est dans un truc de secte, c'est quoi le truc, tu vois? Et quelques temps après, Cozy fait un feat avec Freeze. Il m'appelle, il me dit, ouais, tu te rappelles de Freeze et tout? Je dis, ouais, mais je me rappelle plus trop bien. Si, un jeune et tout, un truc. Je dis, ah ouais. Et d'ailleurs, même sur le titre, le big up et tout. C'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est... Et moi, justement, au studio, quand je suis avec lui, on pose et tout. Freeze, il est en mode... Franchement, j'ai vu des petits jeunes ou des rappeurs, mais le gars... Non, mais un respect total. Il me dit, frère, limite, c'est... Frérot, tu payes pas la séance, c'est moi, je paye. De fou. Je fais non, je dois payer, c'est moi je t'invite. Il a fait non, c'est moi je paye. C'est incroyable, hein. Le respect des plus anciens que lui. Freeze, big up à toi, 667, c'est ce que j'aime avec ces jeunes-là. C'est ce que j'aime avec ces jeunes-là. Et je lui dis, et il me dit, ouais, mais moi si Poison il m'appelle un jour pour un feat, aucun souci. Et t'as vu de l'autre côté, il y a des petits à moi qui m'appellent, ouais, t'es avec Freeze, arrange le feat. Freeze, il dit non, il veut pas, tu vois. Il dit non, moi, Poison, il m'appelle, Lesco, il m'appelle, je viens. Ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et ça fait plaisir. Il a un grand respect pour. Je pense que c'est la culture. Ouais, c'est double culture. C'est la culture parce que c'est quelqu'un qui voyage, qui a été amené à beaucoup voyager. Il m'a expliqué un peu sa vie perso. C'est quelqu'un qui... Déjà, le fait de beaucoup voyager, d'être en contact avec différentes cultures, automatiquement, ça enclenche un bouton dans ton cerveau qui fait que tu as une certaine ouverture d'esprit. C'est ça. Et Freeze, vous l'avez connu dans des circonstances... c'était quoi? C'était concert, c'est ça? Concert, Moi, je l'ai connu, je sais plus c'était où. Je crois que c'est Urban Shoot, hein. On faisait avec DJ Hamdi, ouais. Et c'est même lui qui me l'a rappelé. Il était venu? Ouais, je crois. Je sais plus, frère. On sait, il était là, quoi. Il était là, ouais. Et il me dit, mais si, rappelle-toi, là, on avait tourné là. Je dis, des histoires préhistoriques. Et il se rappelle de tout. Pareil, moi, mémoire sélective, mais. Et pareil, il y a un projet que je suis en train de faire en aparté. Bon, on va pas trop en parler parce que ce n'est pas trop le moment, mais pareil, je l'ai invité. Et donc, c'est lui qui m'attendait au studio. Ils ont pris la séance. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? On arrive, les gars, vous mangez quoi? C'est ouf. Je dis, tranquille, je sais pas, mais on va commander, vas-y, quoi? Ouais, Uber Eats. Je dis, tiens, non, frère, la carte, c'est pas la peine, non, on gère, bim. C'est incroyable. 10 minutes après, t'as le chinois qui arrive. Et j'adore la cuisine asiatique, on bouffe. Il me dit, mais l'ancien, t'as la corpulence, rajoute. Je dis, non, mais tranquille. Ça toque à la porte, je vois, il a commandé de nouveau, tu vois. Vraiment, c'est un mec exceptionnel qui est très respectueux. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois, le respect. Et du coup, on lui rend bien, tu vois. Est-ce que tu trouves encore ton compte en tant qu'auditeur dans le rap actuel? Il y a encore des trucs que tu kiffes. Enfin, oui, par exemple, tu viens de citer Freeze, donc oui. Mais est-ce que globalement, tu trouves ça
d'un bon niveau, tu t'ennuies un peu, t'écoutes peut-être pas tout ce qui sort aussi. Comment en tant qu'auditeur? Bah, c'est assez compliqué. Je m'y retrouve moins parce que après les autres donneront leur impression personnelle, mais je m'y retrouve un peu moins parce que moi je suis d'une école où c'est la punchline qui avait sa place. Voilà, on prend pas la parole si on n'a rien à dire, on raconte pas des salades niçoises, de la merde pralinée, on n'est pas là pour ça. Je veux dire, t'es pas obligé de faire un album où du premier track au 15e, c'est que des textes engagés, etc. Mais au bout d'un moment, je veux dire, le rap à la base, c'est une musique revendicative. Tu vois pas, Bendo, La Fête, Champomy, Champagne, nanani, tout le temps, du premier titre, enfin que tous les titres se ressemblent. Faut varier. Moi, je pars du principe qu'un album, c'est quoi ? Il a pensé à tout le monde. Ouais, mais justement, je pense à tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, un album, c'est un package, c'est une boîte où il y a des biscuits. Celui qui aime le chocolat, il peut retrouver son cookies au chocolat. Celui qui aime la fraise, il peut retrouver... Où tout le monde peut s'y retrouver. Tu vois, qu'il y ait au moins un titre que je puisse faire... Que je puisse mettre dans la voiture et que la matière soit à côté et que je sois pas en train de trembler. Est-ce qu'il y a un gros mot ou machin, tu vois, parce que elle percute. Voilà. Pour moi, c'est ça, un album. Et je retrouve plus trop ça. Voilà. Après, il y a des choses intéressantes. Même un titre que je peux ne pas aimer forcément, mais il va balancer peut-être à un moment une punchline. Je vais dire, ah bah, quand même. C'est la punch, en fait. Il te faut quand même. Après aussi, moi, la musique. Je suis pas de... Pour moi, la musique, elle a changé aussi. Monsieur, pas professeur. Pour moi, la musique, elle a changé aussi. Donc, je dis pas qu'il faut faut savoir accepter. La musique, elle a changé. Aujourd'hui, c'est fast-food. Les gens, ils sont plus dans la gestu et dans le flow. Hein. Les punchs, maintenant, les mecs, les jeunes, ils veulent même pas se casser la tête. Avec des métaphores que tu fais, ils en ont rien à Après, foutre. moi, j'écoute beaucoup Niro. Voilà. J'aime beaucoup Niro. Mais Niro, il est là depuis longtemps. Tu vois, la crime, c'est après, pareil. il est toujours là. Il est du game actuel aussi. Moi, j'écoute un peu tout le monde. Moi, j'écoute un peu tout le monde. J'écoute les jeunes, j'écoute un peu tout le monde. Il y en a, ils font des choses pas mal. Voilà. Il est plus ouvert que nous. Mais t'as l'impression qu'il y avait un meilleur niveau en 2008 qu'aujourd'hui, par exemple, ou pas forcément? Meilleur niveau au niveau texte, ouais. Au niveau texte, il y avait un meilleur niveau. Mais là, niveau flow, ouais, il y a plus de flow. Il y a plus de flow, on va pas se mentir. Ouais, mais même musicalement parlant, je veux dire, le mec n'a même pas encore balancé le début de son couplet, que déjà la musique, elle t'entraîne. La musique, en fait, elle fait 70% du boulot. Tu vois, et après, derrière, que tu dises du n'importe quoi... Voilà. Ouais. Regarde, il y a des anciens qui essayent de faire un peu comme ce que les jeunes ils font, ils se cassent la gueule. Moi, je cite pas de nom, mais il y en a, ils essayent. Ils se cassent la gueule. Donc, t'as vu, c'est pas si facile que ça. Bien sûr. Mais cite les noms de ceux qui se cassent pas la gueule. Hein? J'ai bien aimé Rimka. Par exemple, Rimka Nuno. Tu vois, c'est pas si facile que ça. Mais moi, je me souviens de Isha, rappeur belge, qui m'avait dit en interview, incroyable, trop fort. Très bon, Isha. Salutations à toi, Isha. Il rappe depuis longtemps, tu vois. Oui. Et je lui avais dit, est-ce que c'était à l'époque, tu sais, ça devait être vers 2018, où la trappe devient vraiment importante, etc. Enfin, ça faisait déjà quelques années, mais je lui dis, est-ce que c'est plus facile lui qui avait connu les deux époques, de faire un bon morceau de trap ou un bon morceau boom bap, tu vois. Il m'avait dit, c'est plus dur de faire un bon morceau de trap pour lui parce qu'il a grandi avec le côté. Lui, en fait, un 32 mesures bien écrit, il a grandi avec ça, donc c'est facile, entre guillemets. Alors que le flow sur une rythmique trap, etc., pour lui, c'est plus compliqué. Donc, c'est aussi un art, tu vois. Savoir dire peu de mots. Tu sais, moi, à l'époque, quand j'ai connu Gradure et tout ça, là, ils faisaient déjà ça. C'est-à-dire que moi, j'ai dû m'adapter, j'étais pas encore dedans. Et c'est quand je suis parti à Fleury, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. C'est pour ça que j'arrive plus à enquiller sur ce style-là. Mais avant, c'était pas facile. Non, je dis la vérité. Tu faisais des pompes et t'écrivais. Non, faut dire la vérité. Non, mais c'est pas facile. Les gens, ils disent la trappe, la drill, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ouais, c'est un exercice de style. Faut bosser. Il y a aussi un morceau, on parle d'ambiance, etc. Il y a un morceau quand même qui est plus dansant, c'est Fimbi. C'est ça le titre. Et c'est aussi, en vrai, c'est complètement cohérent dans ce projet-là, bien sûr. Mais ça, c'est une autre ambiance par rapport aux autres morceaux qui sont peut-être un peu plus sombres. Qui a eu l'idée d'aller... Je suis sûr que c'est toi, je suis sûr que c'est toi, c'est sûr que c'est toi. On a tous tourné la tête. Les deux titres plus afro, c'est moi. Le titre guitare plus Fimbi, parce que voilà, c'est ce que je fais un peu en ce moment. Parce que je suis en train de préparer aussi mon EP qui sortira Inch'Allah en décembre, voire janvier.
qui s'appelle Le Maréchal. Et donc voilà, c'est un peu plus mon côté, j'aime bien. Voilà. Au Congo, quand j'y vais, c'est que de ça, quoi. Ouais. Est-ce que c'était facile pour vous de poser là-dessus, sur ce genre de morceau? Moi, pour ma part, à moi, oui, parce que j'ai toujours fait un peu d'afro. Et là, je suis plus dans le délire un peu chantonnette autotune. Comme je t'ai dit, je suis avec des petits jeunes. Oui. Donc, qui me drive. Donc pour moi, c'était simple, en vrai. Ouais. Et pour toi simple. Pour moi, c'était... Oh, je dis, c'était bon sur le morceau. Mais je crois que je t'ai jamais entendu. Si je dis pas de bêtises. Non, je me suis adapté. Hein. Ça a bien fait du bien. D'ailleurs, je lui recommande de faire plus de morceaux comme ça. Ça change. Salaud. Mais t'as kiffé ou pas? Non, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé le morceau, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il kiffe ce morceau. Les enfants, c'est un challenge, tout le monde kiffe. Ok. Ouais. Et tu vois, au début, vous disiez que ce morceau-là, c'était pour annoncer un concert. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça peut arriver avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a une tournée? J'en sais rien, moi, mais est-ce que c'est toujours d'actualité, cette volonté-là? C'est toujours d'actualité. Ouais. On devait, comment dirais-je, il y avait un concert qui était prévu initialement, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. C'était octobre, à Châtelet. À Châtelet. À la place. À la place, ouais. On s'est pas entendu avec l'organisateur. Et donc là, il y a d'autres choses de prévues. Okay. Ce sera avant la fin de l'année. Si ça va arriver en tout cas. Oui, ça va arriver, on est obligé. Ah oui. On est obligé. S'il n'y a pas de scène, de toute façon, on tiendra informé. Ouais. Mais on est obligé de se pavaner un peu sur une scène. Ouais. Et puis même, je pense vous voir ensemble. Et puis là, vous êtes tous les trois, mais il y a Despo aussi. Il y a Despo. On n'a pas parlé, il n'est pas là, mais il est aussi évidemment important. Il est sur 4 morceaux, sur 7. 4 morceaux, Est-ce que ça a été, je le connais pas, mais est-ce que ça a été, peut-être pas du tout, mais comme on le voit pas, est-il plus compliqué de l'avoir sur ce projet? En même temps, il est sur 4 morceaux, donc, mais où est-ce que. J'ai l'impression que oui, du coup. Mais c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué parce que. Il est aussi dans ses occupations, tu vois, et c'était compliqué. Après, les morceaux. C'est lui, vous l'arrêtez. C'est choisi, vous l'arrêtez. Il voulait plus entendre. Les morceaux, c'est choisi par lui, hein. Les 4 morceaux. Okay. C'est lui qui les a choisis. Lui, ça ne l'intéressait pas, par exemple, de poser dans un morceau avec la guitare. Ça ne l'intéressait pas. Il veut rester le The Despo. Donc, c'est pour ça que. Le New Despo. New Despo. Pas le Despo de l'époque. Pas le Despo de l'époque. Bien sûr, un autre créneau. Voilà. C'est vrai que. Il ne pas entendre parler du rap. Il voulait pas. On est parti à Bondy. On est parti à Bondy. On l'a tiré. C'est notre frère, tu vois. On peut pas le. Je voulais parler pendant 2 heures dans la street. C'était trop. Ah ouais. 2 heures dans la fraîcheur. Et après, dans la voiture, il a écouté le son, tu vois. Il a écouté Étranger en service 3. Il a dit, il a dit, rentre dans mon studio. On est monté dans la voiture. On a fait écouter. On a posé Étranger en service. Non, il n'y avait pas qu'étranger. RDC, je crois. RDC aussi. RDC, ouais. Ouais, on a écouté 2 titres. Il a pété une durite. C'est le jour même qu'on a posé? C'est le jour même. Il fallait pas le lâcher là. En plus, on revenait du studio, on était cuits. Et mort dans le film, décédé dans le DVD, HS dans le VHS. On arrive là, je lui parle pendant 2 heures. Lui, c'en est où? Il dit quoi? Attends. Il en parlait, tout ça, je les voyais là, la fraîcheur. Et puis je dis, bon, on y va, on prend la voiture. C'était inconcevable de le faire sans lui. Il fait partie de l'histoire. Étranger en service, c'est vraiment nous, le noyau, quoi. Franchement, il fallait le Despo. Et même Youssoupha, il devait faire partie du truc. Il m'a appelé, il m'a dit, frérot, je suis obligé d'être là. Mais bon, après, le timing, c'était. Lui, en plus, il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, il vit en Côte d'Ivoire. Il vit là-bas. Il vit en Côte d'Ivoire. C'était un peu compliqué, mais bon. Tu vois, on parlait un peu tout à l'heure de cette fameuse expression de roi sans couronne, et j'ai l'impression que Despo, c'est quand même un de ceux qui est le plus cité. Dans le rap français. Et aussi parce que, ce qu'il a accompli. Il a été plus assidu. Ouais, et puis il a sorti des projets. Tu vois, par exemple, c'est vrai que. Dans les années 2000, il y avait ce truc de les street CD, un petit peu de cette époque-là, et donc qui a amené à l'album. Et j'ai peut-être l'impression, toi qui étais vraiment, tu faisais partie de ces rimeurs-là, tu vois, il y a peut-être eu les street CD, il n'y a peut-être pas eu l'album, tu sais, comme lui, il a eu Conviction Suicidaire, même l'Alco a eu des projets, et c'est vrai que Conviction Suicidaire, ça a quand même. Jamais sorti d'album. C'est ça, tu vois. Et c'est peut-être ça qui a manqué à ce moment-là, même si je sais pas, parce que tu vois, Despo, il a sorti Conviction Suicidaire, et ça a peut-être pas. Sûrement pas marché comme ça aurait dû marcher, mais c'est quand même la pièce maîtresse du truc, un peu importante que les gens citent, et c'est l'album préféré de plein de gens en fait. De fou, avec les sirènes du charbon. Un peu avant, exactement. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un de ceux qui est le plus
citer, quoi. Quand on parle de cette époque-là, des gens qui auraient dû être disques d'or ou platine. Alors Nesbitt et tout aussi. Complètement. En même temps, tu vois, quand Nesbitt, tout le monde dit, ouais, Roi sans couronne, et quand il est revenu, les gens peut-être pas été au rendez-vous comme tu vois, c'est ça qui est dur aussi avec ces histoires. Ils n'ont pas été au rendez-vous comme un La Fune aujourd'hui par exemple. Exactement. Ça va. On va voir le projet. On va voir quand le projet va sortir. Non mais t'as vu La Fune aujourd'hui, tous les petits jeunes ils lui donnent les feats. C'est vrai. C'est d'un coup comme ça, simple. C'est fulgurant quand il est revenu, c'est incroyable, big up à lui d'ailleurs, c'est très bien. C'est le 7-8. Tu vois, c'est simple, voilà, c'est bien. C'est ça. Quelques questions individuelles que je voulais vous poser, faire au moins une, notamment Poison, parce que t'as plusieurs rimes dessus. À un moment, tu parles de ton feat avec Big Twin. Sur ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Tu vois, cette époque-là, quel souvenir t'as de ça? C'était à l'époque, moi je baquais Monsieur R. Ils m'emmenaient en tournée partout. C'est comme ça que tu as commencé un peu de façon. Dans le ménage à 3, Philo et tout, Patrick Maléba, que je big up. Et à un moment, Monsieur R, il a fait un album avec plein d'Américains, je crois, Mobb Deep. Exactement. Donc on était souvent ensemble avec les Mobb Deep, etc. Tu traînais avec Prodigy, genre. Je te jure, j'ai des photos, tout ça, avec des Method Man, tout. Et je me rappelle, il y avait Big Twin qui était là. En plus, moi, je suis un bousier, parce que, tu sais, quand je rappais à l'époque, je rappais avec la voix comme ça, comme eux. Et on était ensemble et tout. Je me suis dit, pourquoi pas faire un feat? Monsieur R a branché le truc. Il y avait Fatou Birama, je sais pas si tu connais Fatou Birama. Non, je connais pas. Elle est journaliste aujourd'hui. Et, elle était dans le game à l'époque avec les Joey Star, tout ça. Elle était chez BOSS. Chez BOSS, c'est une grande dame aussi, big up à Fatou. Et donc, on l'a fait en chap-chap avec mon ancien producteur, Patrick Maléba X8, qui est du ménage à 3, et bam, pour moi c'était consécration, quoi. C'était on a tourné un clip et tout, parti beau. C'est la bonne époque. C'est vraiment, c'est historique, j'aime beaucoup. Escobar, je voulais juste rapidement qu'on parle de la cage au lion. Non mais je m'adresse surtout peut-être aux plus jeunes qui nous regardent, etc., et peut-être qu'ils connaissent pas ce morceau-là. Dans les années 2000, c'était vraiment... Il y avait quand même quelques morceaux, tu sais, à 3, 4 rappeurs, 5 rappeurs parfois, où les gens venaient vraiment ramener leur meilleur coupé. Et ça, la cage au lion, quand même, c'est un... En plus, il y avait vraiment ce truc-là, je me souviens, c'était l'Alco, Esco, Seth Gecko, Despo, il y avait... On fantasmait un projet commun, tu vois, il y avait vraiment tout ça. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de ce morceau-là, qui est quand même un classique, peut-être sous-estimé, en tout cas, dont on parle peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, qui a vraiment, je pense, marqué une génération d'auditeurs à cette époque-là, ce track. Je sens qu'il t'a marqué. Sinon, t'en as pas parlé. Il m'a marqué de fou, mais vraiment, à cette époque-là, de toute façon. Puis il y avait ce truc avec l'Alco et toi, enfin, il y avait vraiment un truc quand même. L'Alco, salutations à lui. Hein. On se colle. On est depuis. On a fait connaissance, en fait, déjà avec l'Alco, concours de circonstances. Hein. À Génération, c'était le bif, Booba et. Ses ex-acolytes du 45 scientifique. Où tu étais signé à l'époque pour... la signature s'est faite après. D'ailleurs, c'est grâce à l'Alco. C'est grâce à l'Alco parce que on se retrouve à Génération. Moi, j'étais pas loin, j'étais à Père-Lachaise, en train de faire la pochette de mon projet, tout ça. Et je reçois un coup de fil de Génération. Les gars, faut venir, ça va péter là-bas. Je passe des coups de fil, tout ça. Les gens arrivent avec des outils, tout ça. Et au final, tant mieux, il se passe rien. Et je rentre en transport, parce que Paris, j'aime pas venir en voiture. Et je suis avec l'Alco. Et on sympathise et tout, et on avait beaucoup de gens en commun. Il dit, mais mec, moi j'ai posé dans le projet, comment est-ce qu'on appelle, de Sang d'encre, au débit, de Jean-Pierre Sec. Sang d'encre. Et il me dit, tu devrais poser dedans. Voilà, tiens le contact de Jean-Pierre, appelle-le. Puis je l'appelle, je fais 45 scientifiques, ça. Voilà, je fais le morceau Ghetto Guet-Apens, les gens pètent un câble, qui propose la signature, etc. L'Alco, lui, il avait déjà signé chez 45, et puis nous, on est de la même génération. C'était quoi l'ambiance dans le studio? Ghetto Guet-Apens, c'était quoi l'ambiance? Je le ramène sur un autre deal. C'est pas une question, je vais perdre le fil. Mais c'est pas grave. Non, Ghetto Guet-Apens, on a enregistré ça. Géraldo. Il y avait Géraldo et Jean-Pierre Sec au studio. Géraldo me file un instru. J'aimais pas.
J'arrive à la maison, j'écoute, je dis, oh, c'est quoi cette foutaise, il m'a carotte. Je dis, oh, vas-y, c'est relou. J'appelle Jean-Pierre, je lui dis, ah, j'aime pas trop, demande à Géraldo s'il peut pas m'envoyer autre chose. Je passe au studio, il me balance 2-3 CD à l'époque, hein, avec plein, c'était même pas clé USB, CD avec des 10 instrus, tout ça. Plusieurs versions, en fait, de l'instru de Ghetto Guet-Apens. Et je tombe sur la bonne formule. J'écris, limite, je crois que j'étais possédé. J'ai dû écrire en même pas 1 heure. J'appelle Jean-Pierre, je dis, ouais, c'est bon. Il me dit, ah, déjà, je dis, ouais. Et il prend la séance de studio à Saint-Ouen, je sais plus, c'était. Comment il s'appelle? Il y a un studio, je sais pas, c'était Capitole ou quoi, studio de Jacob Desvarieux, personnage du groupe Kassav. À Biron. Ouais, et donc, je crois que c'était celui-là, je suis pas sûr. Bref. J'arrive là, il y avait Jean-Pierre et Géraldo et un pote à moi, Francis, salutations à lui. Et j'enregistre le titre. Mais direct, hein, limite, c'était du one-shot. Et la cabine, si tu veux, elle était dans un angle. Elle était vitrée. Et ce qui fait que pour les voir assis, il fallait que je me décale. Donc ce qui était marrant, c'est que je me décalais à chaque couplet, parce qu'il y a 3 couplets, je crois. Je me décalais et je les voyais. Ah ouais. Je chambrais Jean-Pierre jusqu'à aujourd'hui, je le chambre pas encore. Je lui dis, ouais, je t'ai vu avec Géraldo. Genre, c'est bon, là. Le remplaçant de Booba. Arrête-toi, il n'y a pas de remplaçant. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc-là, en tout cas, qui va remplacer la tête d'affiche du label. Après, voilà, c'est suite à ce titre-là que j'ai atterri là. C'est pas le même type de rap, mais en tout cas, il y avait ces fantasmes-là. Moi, j'aurais bien voulu, je voulais. Après, le boulot n'a pas été fait à l'échelle que je voulais. Bon, ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire qu'avec l'Alco, on est resté connectés. Voilà, on est de la même génération, on a beaucoup de gens en commun. Et l'Alco, on a été amené à collaborer naturellement plusieurs fois. Et c'est lui qui a proposé, puis ce titre-là, c'est le sien, qui a proposé cette formule-là. Hein, Despo, l'Alco, Seth Gecko, Esco. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et on a enregistré le titre, tout ça, Cage au Lion, lui, le Camerounais, toujours les lions indomptables, il y a toujours Lion. Lui, en fait, dans ses textes, si vous analysez bien, il y a 2 choses qui manquent pas. Jamais. L'Alco, poulet, lion. Toujours. Poulet mariné, nanani, ouais, le poulet, les sauces, machin. Poulet et lion. Et même le titre, hein, La Cage au Lion, c'est lui. Pour moi, leur meilleur feat, ça restera Esprit Crapuleux. Pour moi, c'est le meilleur titre. Et même la punchline de l'Alco, il dit, je suis pas street, je suis camerounais. Je peux te dire que c'est peut-être pire. Je suis pas street, je suis camerounais. On est des monstres. Alors. Et toi, Cozy, il y a eu quand même des projets, hein, tu vois, évidemment, je disais au début qu'il n'y en avait pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Il y a eu notamment L'Homme à abattre, qui sort en 2015, je crois. C'est ça. Un truc comme ça, qui est une année en plus importante dans le rap français, où il y a des feats, il y a Seth Gecko dessus d'ailleurs, encore lui, il est toujours là. Partout, il a mis les Congolais. Exactement. Et tu vois, j'ai l'impression, moi, quand il sort ce projet-là, je me souviens quand même qu'il y avait une attente autour de ça, etc. Et que c'était peut-être le projet que tu as sorti qui avait le plus de buzz, je pense. Ouais, c'est ça. Comment tu le regardes rétrospectivement? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu penses qu'il a manqué quelque chose pour vraiment aller au bout de l'histoire qu'aurait pu avoir ce projet-là? Comment tu le regardes aujourd'hui, presque 10 ans après, en fait? Ouais, ce projet-là, quand il sort, je sors de Capital du Crime 4. Ouais. Tête d'affiche sur la compil avec la fune et tout. Et le projet, le son, il a clairement éclaté. Hein. Aujourd'hui, on a 5-6 millions. Les gens, Cozy, on entend partout, de gauche à droite. Et là, c'est pas de la rivalité, mais il y a un petit truc entre Cozy et Gradure. Tu vois, Gradure plus avec B2O, Cozy plus avec La Fouine. Donc, tac, tu vois. Ah, t'avais senti ça à cette époque-là? Même dans la street, on me cassait les couilles pour ça. On me cassait beaucoup les couilles pour ça, tu vois. Et ouais, de fou. On me cassait. Et quand L'Homme à battre, il sort. Pour moi, c'était l'un des meilleurs projets. Et je voyais, en termes de chiffres, je voyais plus. Ouais. Mais je pense que le travail n'a pas été fait par l'équipe avec qui j'étais. Tu vois? Parce qu'à l'époque, j'étais avec. Vu le buzz qu'il y avait, il aurait. C'était pas avec Beaumaillé, ça? C'était avec Non, c'était avec Kinder. C'était avec Kinder Privatich, big up, mon gars, Kinder. Okay. Kinder, il aurait voulu faire un peu plus, mais je pense que c'est la maison 10 derrière qui suivait pas. Qui croyait peut-être pas en toi comme il qui suit. Mais moi, c'est très compliqué parce que Cozy, on va miser sur lui, demain, il va être en prison. Il y avait beaucoup de débats comme ça. Tu vois, à l'époque, je devais même signer chez Goldana, il y a Omar Dino, quand j'étais chez Beaumaillé. Ok. Il y a beaucoup de mais si on le signe, lui, il va en prison. Ouais, à l'époque, comme je te dis, frérot, j'étais beaucoup
j'étais pas assidu. Ouais, tu faisais des allers-retours. Et là, t'as vu, ça va mieux. Ça fait 10 ans. Il est malade. Non, mais sérieux, ça fait 10 ans. J'ai fait une thérapie. Depuis, ça va mieux. Je suis bien. Depuis, j'ai rattrapé plein de choses. Donc, il y a le feat avec Freeze, il y a le feat avec Dayuzi. D'ailleurs aussi, sur un projet là. Voilà, Mac Tailleur. Tu vois. Il y a qui encore il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Il y en a d'autres, je peux pas encore citer. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que. Il y en a d'autres. Toi, tu prépares ton projet. Voilà. Tu l'as dit. Toi, tu as dit qu'il y avait un truc sur lequel tu travaillais, mais où tu as invité Freeze. Et toi, tu parles d'un projet. Donc, il y a aussi. Une fois ça, il y aura des choses qui vont arriver. Le mien, il est quasi bouclé. Il manque juste les feats. Ok. Il y a déjà 2 feats de fait. Je sais pas si t'es de nom pour pas spoiler. On l'a pas posé dedans. Mais il manque mes 2 gros feats que je vois. Tu les as pas invités, ils sont pas contents. Non, mais il y a un titre où moi, Escobar, on a posé, on est en train de se battre dessus pour savoir qui récupère le titre. T'as vu, je pense que je vais le récupérer, Chabat. Le titre avec Olazermi. Non, je le récupère, t'es fou. On l'a enregistré là cet été au mois d'août, on l'a enregistré au Congo. Ouais, avec Olazermi. Salutations à lui. Très bon, très bon. La plume aussi. Très bon. Positionne-toi, Olazermi. Surtout dans les commentaires. Qui doit récupérer Escobar ou Cody? Moi, je le récupère. Non, Escobar, ça l'a fait du bien un peu de poser sur ce genre de titre. Parce qu'encore une fois, ça le change. Ok. Voilà, mais là, c'est de la grosse rap. Mais ça change, ça fait du bien. Et tu sais, j'ai fait écouter, Posa, il a écouté, il était là, mais j'ai fait écouter à certains artistes, notamment mon cousin Mayo. Mayo, quand il écoute, il fait putain, mais Escobar, il kick comme ça dans des prods comme ça. Mais comment il peut faire ça? Ça veut dire qu'il y a encore des nouveaux trucs que t'as pas encore débloqués, tu vois, après, les gens se sont peut-être habitués à m'entendre dans un certain registre et ils pensent que je sais faire que ça, que je peux pas m'adapter. Or, c'est faux, c'est RTT, rap tout terrain. Voilà. Très bien. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Étranger en service 3. Super. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.